Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, j'accompagne les femmes et les hommes qui veulent débloquer de nouveaux niveaux de richesse et de liberté à travers une meilleure éducation financière et une relation à l'argent plus puissante et plus apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des partages plus personnels, pour assister à des lives de temps en temps avec des invités et aussi pour connaître mes œuvres de formation et d'accompagnement. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode bilan. Dans ces épisodes bilan, je vous parle de mes business, de mes investissements, des réflexions qui m'animent et parfois aussi qui m'agitent pour vous faire découvrir les hauts et les bas de ma vie d'entrepreneur. En faisant le point, pour préparer cet épisode plus particulièrement, j'ai eu l'impression d'avoir vécu en réalité plusieurs mois en un seul. Ce mois-ci, 3 lancements ratés, 3 lancements dont 2 ratés. Un changement de cap sur mes offres, l'achat de notre voiture, la fin d'un long marathon sur l'achat de notre nouvel immeuble et le démarrage d'une nouvelle formation diplômante. Alors c'est parti pour les explications en commençant par les chiffres. Novembre est mon 2e mois, le plus gros de l'année, à 51 000 € de chiffre d'affaires. Et pourtant, je tiens à préciser que je n'ai pas fait d'offre pour le Black Friday. D'ailleurs, je ne fais jamais d'offre pour le Black Friday. Ni pour rien d'autre d'ailleurs. Et pourtant, c'est le plus petit mois de l'année en matière d'immobilier sur la location courte durée. Alors qu'est-ce qui a bien marché ce mois-ci ? C'est d'abord la réouverture des ventes de mon programme Start Sous-Loc pour vous former à la sous-location professionnelle. Cette réouverture était attendue depuis plusieurs mois puisqu'on avait fermé les inscriptions à fin juillet, donc au milieu de l'été, pour faire une mise à jour du programme. Quand on a réouvert donc les ventes au début du mois de novembre, on a généré un peu moins de 20 000 € de ventes sur ce programme, ce qui représente pour le mois de novembre 37% du chiffre d'affaires. Suivi par les ventes de formation et de coaching de Richissime pour 19% des revenus et ensuite les revenus du podcast pour 16%. Et donc l'immobilier vient après tout ça. En tout cas ce mois-ci. Le plus étonnant, c'est que ce mois-ci, j'ai raté non pas un lancement, mais 2 lancements, coup sur coup. Et oui, parce qu'on a beau avoir un certain succès dans les affaires, dans plein de choses que j'entreprends, il y a encore des échecs et à vrai dire, il y en aura toujours. Et c'est important aussi pour moi, notamment dans ces épisodes, que je puisse revenir sur ces différents échecs et les enseignements que j'en tire. Donc j'avais prévu en novembre de livrer en live mon programme qui s'appelle Self-Made et qui est destiné aux entrepreneurs, notamment aux entrepreneurs du web, qui veulent renforcer non seulement leur intelligence financière, mais aussi leur money mindset appliqué à leur business. Eh bien, je n'ai pas vendu une seule place de ce programme, qui avait pourtant bien marché lors de la première édition que j'avais fait en mars dernier. Et dans la foulée, j'ai aussi tenté de relancer pour la 3e fois les ventes de mon Mastermind Next Level dédié aux femmes entrepreneurs. Mon tout premier mastermind, qui s'appelait Multiply, a été un vrai succès. Je l'avais lancé en décembre 2021 sur une période totale de 12 mois. Et donc d'ailleurs, le mastermind touche d'ailleurs bientôt à sa fin. Et ça avait été une vraie réussite pour moi et je crois aussi pour mes clientes. Et donc quand j'ai voulu lancer un nouveau mastermind, donc c'était avant l'été 2022, ça devait être en mai ou en juin, la mayonnaise n'a pas pris. Donc, je suis pas du genre à rester sur un échec, donc j'ai réessayé une 2e fois, en plein milieu de l'été. Mais il se trouve qu'en plein milieu de l'été, mon lancement s'est arrêté net, en plein milieu, au bout de 2 jours de lancement en réalité. J'ai arrêté net quand j'ai commencé à me sentir mal du fait des maux de grossesse du premier trimestre. Je ne me suis pas non plus laissée abattre, j'ai retenté de relancer ce mastermind, non pas sur un format long de 12 mois, mais sur un format plus court de 4 mois. Donc j'ai tenté de le relancer là en novembre pour qu'il s'arrête juste avant mon congé maternité. Et là encore, la mayonnaise n'a pas pris.
En réalité, vous pouvez vous dire, mais pourquoi elle a réessayé puis réessayé, puisque ça n'a pas pris. En fait, à chaque fois, j'ai fait aussi des ajustements à mes offres, au contenu, à la façon dont je présentais le programme, parce que je pensais que peut-être ces éléments-là que j'ai ajustés pouvaient être la raison pour laquelle les gens n'avaient pas embarqué dans ce mastermind, alors que il y a un an, le mastermind avait rencontré un succès à son ouverture. Bref, ça fait beaucoup d'échecs en un seul mois pour une si petite femme. Vous imaginez bien que je me suis posé beaucoup de questions à la suite de ces 2 échecs. Mes offres sont-elles claires? Est-ce qu'elles correspondent à un réel besoin? Quelle est mon offre qui plaît le plus? De quoi j'aime le plus parler au final? Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans mon expérience, d'une part aux yeux des gens, mais aussi à mes yeux? Est-ce que ma communication quotidienne est bien adressée aux personnes à qui s'adressent mes programmes, ou est-ce qu'il y a une certaine dissonance? Mes prix sont-ils en adéquation avec les budgets des personnes à qui s'adressent mes programmes? Ai-je encore du plaisir à vendre? Et mes lancements sont-ils efficaces? En réalité, je me suis posé encore plein d'autres questions, mais les questions que je me suis posées n'étaient pas que liées à ces 2 lancements, à ces 2 offres. Je suis vraiment allée plus loin et j'ai essayé de revisiter un peu toute ma stratégie de vente, de marketing, mais aussi ma stratégie de produit. Puisque, du fait de ces 2 échecs coup sur coup. Et vous pourriez croire en réalité qu'avec des ventes de formation et de coaching qui se situent à plus de 10 000 € par mois en moyenne depuis 1 an maintenant, eh bien que j'ai peut-être un système bien rodé en place concernant le marketing et les ventes, mais ce n'est pas du tout le cas en réalité. Et si vous me suivez régulièrement sur Instagram, vous savez que je vends en général sur quelques jours, sur une période de quelques jours, on va dire de 3-4 jours à une semaine, uniquement en faisant un live sur Instagram, quelques stories et quelques posts. Donc cette façon de vendre, elle est effectivement très pratique pour moi, elle est efficace dans le sens où elle ne me prend pas énormément de temps, du coup elle est légère en réalité, cette stratégie. Mais est-ce que pour autant elle est efficace? Eh bien, en réalité, le constat au bout de presque 1 an à utiliser cette stratégie, c'est que non, elle ne l'est pas. Juste un exemple, avec seulement 20% maximum de mes abonnés sur Instagram qui voient mes contenus, que ce soit des stories, des posts ou des lives, vous imaginez bien que déjà ça n'est pas efficace. C'est-à-dire que je m'adresse que potentiellement à 20% de mes abonnés Insta qui eux-mêmes ne représentent même pas tous les gens qui me suivent ou qui m'écoutent sur le podcast. Donc qu'est-ce qui cloche avec ma façon de faire? Donc la réponse n'est pas venue dans un claquement de doigts de manière hyper évidente. Donc j'en ai d'abord parlé à ce que j'appelle ma tribu, qui sont des femmes entrepreneurs qui évoluent principalement dans des business du web aussi, avec l'une d'entre elles dans la spécialité et la vente. On en a aussi parlé en individuel toutes les 2. Et puis j'ai aussi eu l'occasion dans cette période, et je pense que c'était pas par hasard, de croiser le chemin de Julien Musy, qui est un coach business. Je vous le dis tout de suite, j'avais des gros a priori sur Julien. Je lui ai dit, il le sait, il n'y a pas de secret entre nous. Et j'avais des a priori non seulement sur lui, mais aussi sur ses techniques de vente, ses techniques marketing. Et j'ai apprécié de pouvoir échanger avec lui. On s'est parlé dans le cadre de la préparation d'un épisode qu'on a depuis enregistré ensemble et que vous découvrirez au mois de janvier. Et en réalité, nos échanges ont apporté une pierre significative à ma réflexion, à mon édifice, je vais dire ça comme ça. Et notamment, il m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais tant privilégié depuis 1 an le côté pratique, le plaisir et le kiff de vendre au détriment quasiment total de l'efficacité. Et voilà ce que j'ai ressorti de ces différentes interactions, de l'aide que j'ai pu solliciter à droite à gauche on va dire, mes consoeurs entrepreneurs ou de coach business que j'ai pu croiser. La première, c'est que ce que j'aime le plus faire et ce qui inspire le plus mon audience en réalité, c'est la façon dont, en partant de rien et grâce à mes connaissances et mon mindset, j'ai construit d'une part mes multiples sources de revenus et puis mes investissements, notamment dans l'immobilier, pour réussir au final à créer en 3 ans ma liberté financière autour de l'entrepreneuriat,
qui génère ou qui va générer en 2022 un demi-million d'euros de chiffre d'affaires, et aussi la constitution de mon patrimoine qui va atteindre du coup, quand cette vente sera finalisée, 800 000 euros, et dont je tire plusieurs milliers d'euros de cash flow positif par mois. C'est ce que j'ai envie de transmettre, cette expérience, et je pense qu'un maximum de gens ont envie d'apprendre à mes côtés. Avec trois gros piliers de mon savoir. D'une, la gestion budgétaire, comment j'ai repris en main mes finances pour avoir le socle de base. Deux, l'investissement IMO et l'utilisation du levier de l'effet de levier bancaire. Et ensuite, l'entrepreneuriat pour augmenter mes revenus, et le tout combiné dans une stratégie qui est surpuissante et surrapide. Et pourtant, ça, en fait, mon expertise, ce que j'ai réussi à construire, j'en parle pas tant que ça. Je pense que j'en parle peut-être dans 10, 15, peut-être maximum 20% de mes contenus et du temps, dans le podcast, sur Instagram, puisque si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je pense que je vais beaucoup en parler dans cet épisode, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses que je raconte et qui se passent sur Instagram. Et surtout, sur ce sujet-là, l'investissement, je n'ai qu'une seule offre. J'ai qu'une seule offre consacrée à l'investissement, et il se trouve d'ailleurs, et j'en avais pas pris conscience, que c'est l'offre qui a eu le plus de succès cette dernière année. Autre chose que j'ai compris, c'est que avec le temps, j'ai développé une sorte de rejet de tout ce qui peut s'apparenter à une technique marketing ou une stratégie marketing, parce que, et je vais être totalement transparente avec vous, je me suis rendu compte que j'avais développé inconsciemment une peur qu'on puisse me reprocher de vendre, sous-entendu de forcer la vente ou de manipuler les gens pour qu'ils achètent mes produits. Et en fait, c'est venu dans ma vie de façon très insidieuse. Je me suis pas rendu compte en réalité que j'avais associé la vente, ou en tout cas certaines techniques de vente et de marketing, à quelque chose qui pour moi n'était pas éthique, et qui du coup pouvait me revenir en boomerang à la gueule, et notamment par mon audience, ma communauté, qui aurait pu trouver que mes pratiques n'étaient pas éthiques. Et venant moi-même des métiers du marketing, je dois vous dire que j'ai pas vu tout ce qui se pratique en termes de marketing, mais j'ai vu effectivement, et j'ai moi-même, quand je faisais du marketing avant, fait des choses qui étaient peu reluisantes, au nom de la croissance, et qui en tout cas aujourd'hui ne font plus partie de mon équipe. Je vous dis pas que c'est des choses malhonnêtes, mais par exemple... alors, si, en réalité, il y a des choses qui sont malhonnêtes. Par exemple, récupérer des listes de mails. Je dis pas constituer des listes de mails. Récupérer des listes de mails, ce que j'ai pu faire quand je faisais du marketing avant. Récupérer des listes de mails, puis bombarder les gens de mails pour qu'ils cliquent sur un lien et puis qu'ensuite ils téléchargent un truc gratuit, ou qu'ils prennent un rendez-vous avec moi pour que je puisse leur faire la démo d'un produit, etc. C'est des choses que j'ai pu faire avant, et que je trouve pas... que je trouve non seulement pas très éthique, mais en plus totalement inefficace d'envoyer des mails à des gens qui n'ont absolument rien demandé. Mais avoir de l'éthique, c'est bien, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'y suis allée un peu fort. Je suis probablement allée un peu loin dans mon rejet, dans mon tri, on va dire. Et pour ne pas risquer les reproches en réalité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. À la fois j'avais peur moi-même peut-être de mal placer le curseur, et donc j'avais peur qu'on puisse me le reprocher. Et je ne me suis pas dit que je pouvais aussi vraiment choisir consciemment où je mettais le curseur, que pour certaines personnes ce serait ok, et pour d'autres ça ne le serait pas du tout, et que c'était tant pis. J'ai pas eu on va dire que j'ai pas eu cette profondeur d'analyse, mais encore une fois parce que je pense que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se jouait, et donc j'ai simplement bloqué un certain nombre de choses par peur de la critique. Et donc je suis allée jusqu'à éradiquer toute forme de stratégie marketing et vente de mon business, pensant que ça n'était
probablement pas utile et surtout que c'était pas correct. Et pas utile non plus parce que j'arrivais sans ça, en réalité, à faire des chiffres d'affaires tout à fait, bien plus que corrects. Et je vais vous donner un exemple. Pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je refuse de faire des promotions sur mes offres. Parce que quand on commence à faire ce que moi j'appelle du marketing de la promotion, donc quand on commence à faire des promotions régulièrement sur, c'est le Black Friday, puis un coup c'est Noël, et puis un coup c'est la promotion du Nouvel An, et puis un coup c'est les soldes, et puis c'est la Saint-Valentin, et puis en fait il y a toujours une excuse pour, et puis c'est mon anniversaire, puis c'est l'anniversaire du podcast, et puis c'est l'anniversaire du business, et puis c'est un milestone qu'on célèbre, etc. Et donc, à un moment donné, quand on en vient à faire du marketing de la promotion, on ne vend plus que par de la promotion parce que les clients savent qu'il va y avoir des promotions et donc du coup, les gens sont pas bêtes et donc attendent la période où il va y avoir des promotions pour acheter. Je fais ça moi-même, je sais plus dans quel épisode je l'avais expliqué, je suis abonnée à toutes les newsletters des marques de vêtements que j'achète. Et en réalité, maintenant, j'ai même plus besoin d'être abonnée. C'est que je connais par cœur les périodes de vente privée. Vous savez, il y a les soldes, mais les soldes, c'est des périodes... ce ne sont pas les enseignes qui définissent les périodes de soldes, puisqu'elles sont définies par l'État. Et donc, on les connaît. En revanche, entre chaque période de soldes, il y a des périodes de vente privée. Et donc, c'est toujours les mêmes. Et toutes les enseignes le font en même temps. Et donc là, il y en a une par exemple, 10 jours, une dizaine de jours avant le Black Friday, on était en période de vente privée. Il y en a une aussi aux alentours de la période d'avril. Donc moi je sais qu'il y a les soldes, puis les ventes privées, puis encore les soldes, puis les ventes privées, et je connais à peu près toutes les périodes. Donc je n'achète jamais, surtout sur des marques qui sont un peu premium, je n'achète jamais mes vêtements au prix fort. Aucun intérêt. J'attends 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines et je les ai à moins 20, moins 30, moins 40 ou moins 50%. Donc, j'ai la naïveté ou je sais pas, j'ai la lucidité de penser que la plupart des consommateurs sont prêts à différer un achat, et notamment de formation, de coaching, de quelques semaines ou de quelques mois pour bénéficier d'une promotion, surtout qu'aucune de mes offres n'est finançable par un quelconque dispositif étatique ou quoi que ce soit. Donc les gens le financent sur leur propre argent. Donc quand on met le doigt dans l'engrenage de faire des promotions, vos clients attendent la prochaine promotion. Donc on se retrouve à vendre systématiquement à faible marge, moins cher que le prix de base. Donc, mais les gens ne sont pas cons, les professionnels non plus ne sont pas cons. Les professionnels de la vente, du marketing ne sont pas non plus bêtes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on va afficher ou relever fictivement le prix de notre formation. Voilà, en fait, c'était à 1000 et puis on avait une promo à 700. Et en fait, pour pouvoir maintenir nos marges, en réalité, on va afficher que le produit, il est à 1300 et on va faire une promo à 1000, par exemple. Donc ça se fait. Et moi, je trouve pas ça éthique du tout, en réalité. C'est de gonfler le prix pour pouvoir y appliquer une promotion, parce que on sait très bien que la promotion est un levier pour faire en sorte que les gens se décident plus vite à acheter. Et donc tout ça n'a que pour but de tromper le consommateur pour qu'il achète au moment où nous on a décidé qu'on voulait qu'il achète. Voilà, tout simplement. Tu n'es pas capable de prendre une décision rapidement, eh bien je vais t'aider à prendre une décision rapidement. Et puis ça m'arrange parce que, ça m'est égal puisque de toute façon moi je vais maintenir mes marges. Et du coup, on laisse la formation à 1200 € en dehors des périodes de vente, on s'en fout, puisque de toute façon, on va pas en vendre beaucoup. Et puis si on en vend quelques-unes, tant mieux, comme ça, elles seront vendues à une marge encore plus augmentée. C'est pas ma façon de faire. Pour moi, l'éthique, c'est de ne pas faire ça. C'est de ne pas faire de ce que moi j'appelle les fausses promotions. Mais pour autant, je pourrais faire de vraies promotions. Il n'y a pas de problème d'éthique avec le fait de faire des promotions, pour le coup. C'est juste, moi, par exemple, honnêtement, à part quelques... on sait tous qu'en période de solde, il y a des gens qui essayent un peu de nous tromper, mais la plupart du temps, quand on achète en période de solde, effectivement, l'enseigne, elle rogne ses marges. Donc voilà, c'est un deal gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, elle va liquider ses stocks, elle va rogner ses marges, mais elle va vendre en beaucoup plus grande quantité. Donc, elle s'y retrouve. Mais
moi, si j'ai envie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, je vais faire de la fausse promotion. Mais faire une vraie promotion, mais c'est très bien. Il n'y a aucun problème à faire une vraie promotion. À avoir un produit qui se vend toute l'année à 1000, et puis une ou deux fois dans l'année, faire une promotion à 500. Mais si effectivement on habitue notre audience à ça, bah on finit que par vendre avec une marge dégradée. Mais on est quand même dans une certaine éthique. Et du coup, où est-ce que moi, je peux me situer mieux pour rester dans mon éthique, mais peut-être faire évoluer mes pratiques de marketing pour être plus efficace. Autre exemple, il m'est arrivé en 2020 de faire des entretiens de vente, des rendez-vous de vente avec un script de vente. C'était en 2020. À une époque où je ne vendais rien du tout, où je n'arrivais pas à vendre plutôt, j'avais pris une formation business et cette formation business effectivement était basée sur tout un système très élaboré et il y avait notamment un script de vente assez détaillé pour nous aider à vendre des produits à nos clients. C'était un peu genre robot de la vente. Mon formateur de l'époque, juste pour la petite histoire quand même, nous disait tu dois prendre le paiement de la personne à la fin du rendez-vous, sur le champ, ne pas la laisser repartir et attendre, parce que sinon, tu as 2 chances sur 3 de perdre la vente. La personne ne reviendra pas. Et moi, je me suis dit, par souci d'efficacité, je vais essayer de faire ça, évidemment, parce que je veux pas perdre la vente. Donc, je l'ai fait. Parce que au fond de moi, j'étais convaincue que ce que je vendais pouvait aider les gens. Et quand je l'étais pas, de toute façon, en réalité, je ne proposais pas mon offre. Je disais à la personne, en fait, je pense que cette offre n'est pas adaptée pour toi. Mais j'ai fini par développer, on va dire ça comme ça, développer une aversion à l'idée d'avoir un script, d'être une forme de robot, et puis surtout à certaines façons, notamment à ce discours où si tu fais pas comme ça, tu perds la vente. C'est-à-dire que comme si la personne en face de moi avait pas de libre arbitre, avait pas non plus la possibilité juste de réfléchir et de revenir, et que si je laissais la personne réfléchir, elle allait me glisser dans les doigts. J'aimais pas cette idée de me dire si je laisse la personne réfléchir, elle va me glisser dans les doigts. D'autant que moi, en tant qu'acheteuse, je suis tout à fait capable de dire je me laisse quelques jours de réflexion et de revenir. Mais par principe, j'aime pas tellement ne pas me laisser ce temps de réflexion, alors que en réalité, souvent je connais la réponse à l'issue du rendez-vous. Mais alors d'aucuns me diraient si tu sais que tu vas dire oui à l'issue du rendez-vous, pourquoi tu dis pas oui à l'issue du rendez-vous? Parce que j'ai besoin de ce temps où je réfléchis. Et je trouve que c'est redonner le libre arbitre à la personne qui est en face de décider si oui ou non elle veut embarquer. Pour moi, c'est ce que les Anglais appellent l'empowerment. Ça, c'est vraiment une vraie façon de vendre. Pas de dire, si on la laisse réfléchir, elle va partir, donc on va l'empêcher de réfléchir. Bref, vous voyez comme c'est pas... On n'est pas clean dans la façon de faire. Et donc, quand cette façon de faire ne m'a plus convenu, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'au lieu de me libérer des éléments de ce script que j'estimais un peu pushy, eh bien, en fait, j'ai tout mis à la poubelle. Allez, hop. Moi, je suis un peu comme ça, je suis un peu radicale dans mes décisions en général. Donc, résultat, en réalité, aujourd'hui, si vous faites un rendez-vous de vente avec moi, c'est possible quand vous êtes intéressé par du coaching individuel, je fais un rendez-vous au préalable. En réalité, ce rendez-vous, aujourd'hui, c'est du pur coaching. C'est à la fin, je fais est-ce que tu as des questions? Et puis je ne présente pas mon offre, je n'en parle pas. C'est-à-dire que je suis passée tellement dans un extrême opposé que je coach, je n'ai aucune structure pour guider la prise de décision, je n'invite pas la personne à exprimer ses objections, je ne présente pas mon offre. Bref, là encore, je suis allée trop loin et il est temps pour moi de remettre le curseur à un niveau où je suis à la fois alignée avec mon éthique, mais aussi je suis dans une démarche qui est quand même plus efficace et où je ne perds pas mon temps et je ne fais pas perdre le temps à la personne qui est en face de moi. Donc ma plus grande question du moment, c'est donc de savoir comment vendre dans le plaisir, parce que c'est une composante essentielle pour moi de la réussite d'un business. Vendre, c'est un élément clé de tout business et si on ne le fait pas dans le plaisir, ça ne peut pas marcher. Donc comment je peux à la fois vendre dans le business, le faire
avec l'éthique qui est la mienne, tout en gagnant en efficacité sur mes ventes? Grosse question. La réponse dans les prochains mois. Je laisse un peu de suspense, je vous cache pas que j'ai pas encore la réponse, en fait je la cherche, je tâtonne, et ça va m'amener notamment à probablement redéfinir à la fois mes offres, la façon dont je construis mes offres, la façon dont je délivre mes offres, la façon dont je présente mes offres, et évidemment la façon de la vendre. Est-ce que ce sera toujours en story et en post Instagram? Je pense que je vais probablement élaborer en tout cas mon système, tout en restant dans le plaisir et dans l'éthique. Voilà, c'était pas le seul sujet dont je voulais parler. Je continue du coup mon bilan du mois et je voulais aussi vous parler de mes investissements puisque c'était aussi un grand sujet du mois de novembre sur moi. Investissement immobilier d'abord. Nous arrivons enfin à l'épilogue d'un feuilleton beaucoup trop long qui concerne l'achat de notre deuxième immeuble. Tout a commencé, il était une fois, le 14 janvier 2022, nous avons fait la première visite de ce bien. Je me rappelle encore, cette date, elle est marquée dans mon esprit, 14 janvier 2022. Et réellement, on pensait que ça irait très vite. Et tout devait aller très vite. Et tout aurait dû se terminer par une signature chez le notaire en septembre, parce qu'on avait quand même accepté une vente longue pour que le propriétaire puisse se reloger. Au final, la vente a été beaucoup plus longue que prévu, puisque vous voyez, elle était prévue début septembre et qu'on va probablement signer mi-décembre. On a reçu la nouvelle, il y a à peu près une dizaine de jours, la fameuse délivrance que la banque avait enfin émis nos offres de prêt. Et donc la signature chez le notaire va pouvoir avoir lieu probablement dans les 10 prochains jours. Vous le saurez si vous me suivez sur Instagram. Pour les autres, considérez que c'est fait. Donc on achète à des conditions bancaires, en toute honnêteté, qui sont beaucoup moins favorables que lors de nos précédents achats immobiliers. Un premier immeuble et notre résidence principale. Pourquoi ? Eh bien, une série d'événements. Honnêtement, c'est un feuilleton. Je vous dis, c'est un feuilleton cette histoire. Une négociation au début de vente qui a été interminable, qui nous a fait perdre énormément de temps. Des banques qui ont fait un peu semblant d'analyser notre dossier, mais qui finalement l'ont mis sur la pile trop compliquée. J'ai pas envie de me faire chier. Non mais je veux vous dire les choses cash. Des délais de traitement de dossier considérables et qui se sont considérablement allongés. C'est-à-dire que des fois, pour avoir la réponse à un mail de notre conseiller, on attendait 9 jours ouvrés. Enfin, on attendait 2 semaines quoi, pour avoir la réponse à un mail. Et la réponse était tellement peu précise qu'en réalité, on n'avait pas beaucoup d'infos. Impossible de joindre les conseillers qu'on avait au téléphone. Enfin, c'était vraiment compliqué. Les vacances d'été sont arrivées beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé. Nous, on avait pensé qu'on aurait bouclé notre financement avant les vacances d'été. Pas du tout. Donc déjà, il se passe rien pendant les vacances d'été. Pendant 6 semaines pendant les vacances d'été, il se passe rien. Donc il s'est rien passé. Ensuite, à la rentrée, il y a le problème du taux d'usure. La mairie qui a rejeté notre changement de destination. Notre mauvaise anticipation de l'accélération des hausses de taux. Les conditions d'octroi qui se sont durcies. Et donc un certain nombre de banques qui ne pouvaient plus étudier notre dossier à cause de leurs conditions qui avaient changé. Les nombreux coups de pied de pression qu'on s'est pris de la part du notaire du vendeur qui évidemment était quand même impatient qu'on lui montre des garanties que ça allait aller au bout. Et on le comprend parfaitement. Et au passage, honnêtement, beaucoup de conseillers parfaitement incompétents, parce que ça aussi, il faut le dire, j'ai vraiment un gros coup de gueule à passer contre les conseillers bancaires. On n'a toujours pas trouvé notre conseiller de rêve. Voilà. Et par contre, un énorme coup de pouce d'un courtier, en l'occurrence d'une courtière ou de 2 courtières, en dernière minute, qui nous ont finalement trouvé ce financement. L'histoire est très longue et il y a eu beaucoup de rebondissements. Et je prévois de vous la raconter dans un webinaire que je vais probablement faire début 2023. Parce que j'aurai pas le temps de le faire avant la fin d'année et je voudrais quand même attendre de passer chez le notaire avant que je vous raconte tout ça. Mais on a appris énormément de choses, on a vécu énormément de choses, ça a été source d'énormément d'apprentissage cette histoire et j'ai à cœur de vous le partager. Et donc si vous voulez être tenu au courant de quand est-ce que je ferai ce webinaire, qui ne durera pas 1 heure, je vous le dis, peut-être même plus de 2 heures, il faudra me retrouver du coup sur Instagram, et l'Instagram c'est Richissime Podcast, tout attaché.
Pour resituer le contexte, ce sera donc notre deuxième immeuble. Le premier, on l'a acheté en novembre 2020. Avec ce nouvel achat, notre patrimoine passera à environ 800 000 euros. Et cet ensemble immobilier qu'on achète, donc il est composé d'une cellule commerciale et d'une partie habitation que l'on va diviser en 2 logements distincts qui seront destinés à la location courte durée, notre spécialité. Sur ce projet, on va diviser par 2 les cash flows positifs par rapport au premier projet, au premier immeuble qu'on avait acheté, notamment à cause des conditions bancaires qu'on a obtenues. Mais en revanche, il y a une belle plus-value latente à faire sur ce bien, contrairement à notre premier achat qui est dans une zone où, à mon avis, on fera 0 plus-value sur ce bien après rénovation. Et donc les rendements sur ce projet seront diminués, mais peut-être que la rentabilité, elle, sera plus élevée au final. Alors, la rentabilité, en tout cas escomptée, est plus élevée. On verra à la fin, c'est à la fin que on fera les comptes et seul l'avenir nous le dira. C'est aussi la première fois dans ce projet qu'on met un apport qui du coup sera intégralement financé par la trésorerie accumulée par notre société de sous-location professionnelle. Ça aussi c'est intéressant parce que j'ai envie de vous faire vivre vraiment les dessous de nos montages et du coup là c'est comment on apporte de l'argent sur un nouveau projet. Le montant de l'apport qu'on nous a demandé à la banque, c'est 35 000 euros. Et je précise au passage que c'est exactement pour cette raison, en réalité, pour pouvoir apporter de l'argent à nos futurs projets, qu'on avait créé à la base cette activité de sous-location professionnelle, parce que la sous-location professionnelle dégage beaucoup de cash flow positif, beaucoup de bénéfices. C'est plus de 4 000 euros par mois en moyenne sur toute l'année 2022. Et donc, ce cash a pour but, on ne se le verse pas en rémunération, il a pour but d'être réinvesti dans différents projets. Ça a toujours été le cas d'ailleurs de le réinvestir dans différents projets pour éviter d'avoir à sortir de l'argent directement de notre poche. Et donc, pour ce faire, on a mis en place des montages de sociétés qui sont partie intégrante des stratégies d'investissement et notamment des stratégies de liberté financière. Et les montages de sociétés sont des mécanismes d'optimisation fiscale et patrimoniale que nous, on exploite à fond et qui sont souvent méconnus ou mésutilisés par les investisseurs. Et on prévoit aussi de financer le dépassement de travaux, parce qu'on pense qu'il va y avoir un dépassement de travaux avec la trésorerie de ImoChéri aussi. Si vous voulez en savoir plus sur notre façon de faire, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Alors là, il y a à la fois le compte Richissime Podcast, mais vous pouvez aussi me suivre sur ImoChéri, I2MOCHERI, parce que je partage bien plus sur les 2 comptes Instagram que sur le podcast. Et notamment sur le compte d'ImoChéri, je vais partager tout notre chantier, notre suivi de chantier, les chiffres concernant ce chantier. On vous fera faire une visite dès qu'on aura récupéré les clés. Voilà. Et enfin, je voulais vous parler de mon dernier investissement en date, qui est destiné à continuer à me former. Et oui, ça faisait 2 mois que j'avais pas investi dans de la formation, autant vous dire une éternité pour moi. Donc j'ai décidé de commencer un parcours diplômant de conseiller en gestion de patrimoine. Là aussi, je vais avoir beaucoup de choses à partager avec vous au cours des 14 prochains mois à peu près. Et je le ferai principalement sur Instagram et de temps en temps peut-être dans les épisodes bilan que en 2023 je ferai des épisodes bilan au trimestre et non pas par mois. Donc voilà, vous devrez attendre un petit peu plus, sauf si vous me suivez sur Instagram. Mon objectif n'est pas, je veux que ce soit très clair, mon objectif avec cette formation n'est pas d'exercer en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, mais c'est de continuer d'une part à apprendre sur des sujets qui me passionnent, mais sur lesquels je pense avoir encore des lacunes, telles que par exemple tout ce qui concerne le bloc patrimonial du conseil en investissement. Donc, les régimes matrimoniaux, les donations, les successions et la fiscalité applicable à tout ça, c'est des domaines honnêtement, qui me sont quasiment inconnus aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour moi de pouvoir librement pratiquer à l'avenir du conseil en investissement dans un cadre parfaitement réglementaire. En gros, ça ne va pas changer grand-chose à ma façon de fonctionner aujourd'hui, mais j'aurai des conseils encore plus pertinents à vous donner et surtout, je le ferai dans un cadre légal. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours simple
de trouver des conseillers vraiment indépendants. J'ai fait tout un épisode là-dessus, je vous renvoie à cet épisode. Ou alors vraiment expérimentés. Mais que, à l'inverse, les gens qui vont être très expérimentés n'exercent pas toujours dans un cadre réglementaire légal parce qu'en France, le conseil en investissement est encadré par la loi. Et ça, je dois dire que dans la jungle des formateurs, influenceurs, etc., dont je fais partie aujourd'hui, certains ont tendance à l'oublier, justement, que nous sommes tenus à nous limiter dans ce qu'on peut dire, proposer, conseiller, parce que c'est un domaine qui est encadré par la loi. Donc si je veux inscrire moi Richissime dans la durée, je veux le meilleur de tous les mondes. Le meilleur pour moi, le meilleur pour mes clients, la crédibilité d'avoir justement cette formation diplômante et exercer dans un cadre légal, le pouvoir de ma propre expérience personnelle, parce que j'oublie pas que une bonne partie de mon savoir et aussi de la pertinence de mes conseils vient de ma propre expérience. Et viendra toujours de ma propre expérience, plus ce que j'apprendrai dans des bouquins. Je veux aussi pouvoir avoir ma liberté de ton et de pratique, et aussi la liberté d'exercer en toute indépendance des acteurs financiers, en choisissant un modèle de rémunération sans commission. Donc, je veux tout, mais vous le savez normalement depuis le temps, vous savez que je veux pas avoir à faire des concessions, et j'ai senti que si je voulais, voilà, encore une fois, inscrire Richissime dans la durée, ce problème de cadre, de limite, allait se poser un jour à moi, et je veux pas qu'il se pose un jour à moi. En tout, je vais donc investir presque 7 000 € dans cette formation sur un an, dont au moins à peu près 2 700 € sera pris en charge via mon CPF. Oui, j'ai découvert que j'avais un CPF qui était plutôt, j'estime, bien garni. Et donc, j'obtiendrai, si tout se passe bien, un Master 1 en gestion de patrimoine, après avoir réalisé, tenez-vous bien, plus de 500 heures de formation. 500 heures de formation, ça fait quand même un peu moins de 50 heures par mois. Mais imaginez ce que ça fait 50 heures par mois, ça fait quand même un peu plus d'une dizaine d'heures par semaine. Donc c'est pas un moindre investissement. Donc autant l'investissement financier est quand même très léger, à mon sens, mais l'investissement en temps, lui, va être très conséquent sur l'année à venir. Le challenge, évidemment, pour moi, c'est de caser toutes ces heures dans ma vie de businesswoman, de chef de chantier et de future maman. Mais vous savez que je suis une femme de challenge, donc je vais le relever, j'espère avec brio. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un long épisode bilan. Je vous retrouve sur Instagram ou la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.